Francis, merci de répondre à RMC Sport. Je ne vais Merci. pas modifier ton titre, je te promets. Est-ce que tu imaginais à l'époque où tu étais au Factory que tu retrouverais Cyril un jour sur un combat de la telle sorte? J'avais bien pensé que c'était une possibilité parce que je savais qu'il finirait à l'UFC, même s'il n'était pas encore. Ah ouais? Ouais. Parce que pourtant au départ, voilà, il était tout jeune, tout... Oui, il était tout jeune, mais il avait quand même un très bon striking, ce que l'UFC recherche. Et il avait également une bonne expérience en kickbox. Et il était déterminé au MMA. Pourquoi tu as dû choisir de quitter la France? C'était nécessaire pour toi après ton pourquoi en fait? C'était nécessaire, je dirais, et très indispensable parce qu'il fallait que je progresse le niveau de mon jeu. À cette époque, ça fait 4 ans et demi, presque 5 ans que j'ai quitté la France. Et il était indispensable pour moi de m'installer ici, déjà améliorer mon anglais pour les éventuelles opportunités dans l'avenir. Et bien que les États-Unis, ce fut bien mon rêve d'enfance et c'est bien la capitale des sports de combat. Et pour améliorer aussi ton jeu, être plus complet? Oui, améliorer mon jeu, améliorer tout ce qu'il y a autour, quoi. Du coup, on est allé voir plusieurs fois Cyril en France parce que c'est à côté. Ouais. Toi, c'est un peu plus loin. On a un peu plus de mal. On a vu tes exploits, tes entraînements via les réseaux en fait. Et on a l'impression que ça a été ta préparation la plus complète peut-être depuis que tu es à l'UFC. Est-ce qu'on a tort ou pas? Qu'est-ce qui a été ma préparation la plus complète? Cette préparation-là, cette préparation à ce combat-là, est-ce que ça a été la plus complète en termes de, de préparation du combat, d'exercice ou pas du tout? Non, Non, le justement, on combat n'y était contre pas. Stipe, le combat contre Stipe reste le combat le plus complexe et le plus complet parce que Stipe répond à tous les critères dont on peut attendre à un combattant de l'UFC, un combattant de MMA, un champion de MMA. Il représente un danger sur tous les terrains tels que la lutte, le sol et la boxe. Ok. Tu t'es préparé différemment pour Cyril? Euh, Plus ou moins, mais il y a une certaine similarité en termes de striking, mais bien que je me suis préparé en lutte, mais ce n'est pas le même niveau de lutte. Euh, Rien à voir. Ok. Euh, Depuis que tu es aux États-Unis, qu'est-ce qui t'a le plus apporté? Qu'est-ce que tu as appris ici dans la culture, Tout, tout, c'est vrai? tout, dans l'ensemble, au fait, 5 ans passés aux États-Unis, c'est c'est équivalent à toute une vie d'expérience. L'expérience que j'ai eue, la connaissance déjà du sport dans l'ensemble, le sport en lui-même, côté business, le showbiz, la culture, tout ce qui va avec quoi. Au fait, je pense que c'est voilà. Euh, Même si tu as évolué dans ton jeu, Lopez, il te connaît parfaitement. Non, Non? il ne me connaît pas parfaitement. Erreur numéro un. Lopez, il connaît Francis de il y a 4 ans et demi. Et ça encore, il connaît ce qu'il voulait connaître de ce Francis. Il, il a plutôt tendance à vouloir se voir lui dans le combattant que de voir le combattant lui-même. Et je pense que c'est ça le problème de Lopez. Il a tendance à vouloir voir ce qu'il s'imagine être capable de faire dans le combattant. Alors, difficile pour lui de connaître cette personne qui a peut-être sa version de lui-même qui peut être améliorée, travailler dessus et être améliorée. Il se met pas à Puisqu'on la est... place du combattant, quoi, en fait. Non. C'est un avantage ou un inconvénient qu'ils te connaissent un petit peu quand même? Euh, je ne sais pas, mais dans les deux cas, je dirais que je lui connais plus qu'il me connaît. D'accord. Ah oui, ça, je dirais plutôt que c'est un avantage parce que je suis presque sûr que je peux deviner à 80, à 70% le game plan. Ah ouais? Ouais. Mais comment tu fais? Bah, parce que je connais comment il réfléchit. J'ai passé du temps à observer le mec. J'ai passé du temps plus à l'observer que à apprendre. Et contrairement à lui qui a passé du temps à vouloir se voir en moi.
Finalement, c'est plutôt un avantage pour toi. Alors, dans le. Dans ce sens-là, oui, je dirais c'est un avantage. Après, il ne faut pas négliger le fait que Cyril est un combattant talentueux. Et qui dit combattant talentueux, il y a des atouts comme l'improvisation qui en fait partie, l'intelligence du combat, qui sont des décisions que tu prends spontanément lors du combat et qui ne vient pas forcément du coach, qui vient de ton intelligence, de ton analyse à l'instant. Donc ça, il ne faut pas négliger ce facteur qui doit venir forcément de Cyril et qui éventuellement pèse énormément sur la balance. C'est très clair. On a vu ta réaction quand tu les as croisés à New York, ça a fait beaucoup réagir à l'UFC, en France aussi. Lopez a même dit que ça aurait été hypocrite de ta part de venir les saluer. Avec le recul, est-ce que tu aurais fait toujours pareil en fait? Bah, c'est bizarre parce que au départ, il n'a pas pensé ça. Au départ, il a trouvé que c'était pas juste, que c'était un peu froissant. Mais oui, ça aurait été hypocrite et avec du recul, j'aurais fait la même chose. Parce que je me rappelle à l'approche, parce que ça c'était une mise en scène. Je pense que l'UFC avait bien mis en scène ce scénario et nous ont carrément empêché de prendre un autre passage pour passer là-bas où la caméra était prête. Et quand je me suis retrouvé, je me suis buté là sur eux. Et instinctivement, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je les salue? Non, quand même pas. Est-ce que déjà il va me répondre? Si je m'approche vers eux, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce ne serait pas une opportunité de Lopez de dire, oui, il a dit ceci, puisqu'on verra que je me suis approché de lui, et vu qu'il n'y a pas de son. Donc, je n'aurais pas à nier ce que soi-disant qu'il aurait dit. Donc, alors la bonne décision déjà, sachant que je ne pouvais pas m'approcher sans toutefois pouvoir saluer Cyril, sans toutefois le saluer, ça aurait fait bizarre. Alors j'ai donc décidé d'ignorer, de passer, tu vois. J'avais très envie également de féliciter Nassou Massoudi, oui, qui venait de gagner son combat, qui était beau, et que puisque très souvent, même sur Messenger, je l'écris pour lui dire félicitations, tout ça. Et en personne, j'avais bien envie, mais la scène n'était pas appropriée, pas du tout. Alors du coup, la décision que j'ai prise et que je prendrai encore, c'était d'avancer. On a l'impression, vu de France, que tu as le rôle de méchant et Cyril a un peu le rôle de gentil. Comment tu le vis ou est-ce que tu n'as pas cette impression-là? Bah, d'ici là, je ne ressens pas ça, ce qui est une bonne chose, mais pour ça, je vais répondre à deux éléments. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je ne suis pas présent en France, alors la communication en France, je ne contrôle pas. En France, on se fie à ce que Fernand dit ou à ce que Cyril dit. Et d'un autre côté, je pense que ce combat a un aspect un peu plus franco-camerounais que combat uniquement. Alors, du coup, sur le coup, il faut que le Camerounais soit le vilain. Et surtout avec l'histoire qui est racontée derrière ça, ouais. Tu le vis comment? Ça va? Ça ne me dérange pas. Écoute, à ce stade, je suis quand même habitué aux petits drames du quotidien. Tu vois, j'ai quand même traversé quelques étapes des drames comme ça pour en arriver là. En 2018, j'ai perdu mon combat contre Stipe et ensuite contre Derek Lewis. Et là, ce que j'ai vécu m'a servi d'expérience de ce qui peut se passer dans ce milieu, comment les gens peuvent être durs, comment les choses peuvent changer. Les gens ont quasiment officiellement déclaré que c'était fini pour moi, je ne pouvais plus, c'est cela, tu vois, la preuve qu'ils ont eu tort, je suis champion aujourd'hui. Donc les gens en parleront toujours, mais toujours est-il que le temps fait son temps. Où en es-tu dans ton contrat avec l'UFC? Parce qu'il y a plein de bruit, Ouais, il y a plein de bruit autour de ce contrat parce que ce contrat en ce moment il est difficile et j'en ai donc
j'en ai décidé de ne pas signer un contrat avec les termes qui ne me protègent pas, parce que je me suis rendu compte que le dernier contrat que j'ai signé il y a plus de 4 ans ne me favorisait pas. Au fait, j'étais un outil pour l'UFC et il n'y avait aucune contrepartie dans ce contrat. Tu vois, il n'avait aucune responsabilité envers moi. Donc, il est donc question pour moi de éventuellement me rassurer que j'ai une sécurité, qu'ils ont une certaine responsabilité qui les engage dans un éventuel contrat qu'on peut signer. Tu n'es pas fermé à re-signer un contrat, mais sauf qu'il faut que ça t'arrange aussi en fait. Oui, non, je ne suis pas fermé, j'ai pas été fermé. Bon, il y a eu plusieurs échecs, plusieurs tentatives qui ont échoué lors des plusieurs négociations qui n'ont pas abouti, mais je ne suis pas fermé, puisque je sais que l'UFC ils ont la capacité de faire un bon contrat, de comprendre. C'est relatif, c'est un truc qui est normal. Demander un peu du droit humanitaire, c'est pas très compliqué. Demander un peu de respect, c'est pas très compliqué. Demander à quelqu'un qui vous emploie de pouvoir vous donner du boulot sans menace ou sans contrainte, c'est pas compliqué. Donc, oui. Tu te sens considéré à ta juste valeur? Non, pas du tout. Je ne me sens pas considéré à ma juste valeur. Et c'est ça le problème, c'est que le contrat de l'UFC fait que c'est l'UFC qui définit ta valeur. Tu ne peux pas explorer ta valeur sur le marché parce que c'est l'UFC qui définit ta valeur. Au final, tu ne négocies pas. Ils te disent ce qu'il y a à faire et tu dis oui ou non parce que tu es au milieu d'un contrat où il te reste encore 2 ans et demi et ils te proposent un truc. Tu n'as pas le choix parce que même si tu dis non, tu es toujours en contrat avec eux, tu es obligé de combattre. Ce que pour la plupart des temps, les gens vont accepter et vont leur donner encore une marge de manœuvre qui est la prolongation du contrat. Et jusqu'ici, j'ai pu résister à cette tentation, bien que ce ne soit pas facile quand même, mais j'en arrive quand même au bout. Ouais. Alors est-ce que ton avenir, il est peut-être en boxe anglaise? On sait que tu adores la boxe anglaise, c'est une de tes peut-être premières passions, ou il est en MMA? Non, il est évident que ça a toujours été une évidence que j'aurais des combats en boxe anglaise dans ma carrière, avant la fin de ma carrière. Vu que le MMA initialement n'était pas mon projet, n'était pas mon grand rêve. Mon grand rêve, c'était la boxe. Mais au passage, j'ai connu le MMA et les choses se sont bien passées. Mais entre-temps, je n'ai jamais lâché de vue la boxe anglaise. Donc, éventuellement, le MMA la boxe va faire partie de ma carrière. Et même si je re-signe un nouveau contrat avec l'UFC, ça aura mention boxe anglaise. T'aimerais aller sur un ring et affronter des boxe anglaises? Ouais. C'est une cage à cocher. C'est quoi le sentiment quand on est considéré comme l'homme le plus fort du monde, Francis? Ça dépend de la définition de l'angle d'approche de l'homme le plus fort du monde. Je ne pense pas que je suis l'homme le plus fort du monde et c'est ça le truc le plus important qu'on parlait tout à l'heure de ce que les gens se disent. Je fais abstraction à ce genre de choses qui peuvent impacter, puissent être positifs ou négatifs, mais qui peuvent impacter ta personne. Tu vois, être le plus fort du monde, ça ne veut rien dire, au fait. Je ne pense pas que ça a une signification. C'est beau pour la promotion, pour le combat, mais plus fort du monde. Bon, écoute, je pense qu'il y a des gens forts au quotidien. Il y a des parents qui se battent bec et ongle pour leurs enfants, pour nourrir leurs enfants, pour les envoyer à l'école, pour leur donner le meilleur soin santé possible. Et ça, je pense que ça, ils sont forts. Voilà. La force ne réside pas dans la puissance physique, selon moi. Je pense que moi, si je me considère un homme fort, c'est pas ma capacité de traverser des obstacles, de surmonter les épreuves et de ne pas renoncer à la vie, de me battre pour mes principes. Et c'est pour ça que je suis plus fort. Pas parce que j'ai peut-être une force physique qui n'est pas vraiment prouvé que c'est le plus fort. Oui, on ne peut pas déterminer. Voilà, il y a des gars qui soulèvent des camions. Voilà, il y a des gars qui soulèvent le camion et moi je ne peux pas soulever un camion.
Voilà. Si tu conserves la ceinture, Francis, est-ce que tu penses que tu vas saluer le clan en face ou t'as pas réfléchi encore? Qu'est-ce que tu vas faire? Là, tu veux dire le combattant en face? Oui. Et le coach? Euh, Ça m'est égal en réalité. Surtout vu la situation des choses, je ne pense pas que c'est un truc qui me passionne pour autant. Mais une fois de plus, Cyril et moi, nous n'avons aucun problème. Nous n'en avons jamais eu. Donc après, avec ou sans la ceinture, je ne trouve aucune raison de ne pas saluer Cyril sur mon chemin, sur le passage ou dans la rue ou quelque part, et tout en présentant un signe de reconnaissance et de respect. Voilà. Donc personnellement, j'ai aucun problème. Donc du coup, si la communication est contrôlée, manipulée, c'est pas la réalité, elle n'est pas aussi ce que les gens. Voilà. Une petite question dernière sur la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que tu la regardes? Ouais. Bon, en fait, la réalité, c'est que j'ai pas trop eu le temps de suivre la Coupe d'Afrique en intégralité, mais je suis le match des Lions puisqu'ils sont bien dans la course et ils ont fait l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations puisque ça se déroule au Cameroun et victoire après victoire. Donc le dernier match qui a eu lieu, bien sûr, ça a été match nul, mais on était déjà qualifié pour le deuxième tour et je pense que c'est là où ça commence à être intéressant. Est-ce que le Cameroun et le Landotel ont une équipe pour aller au bout là cette année Oui, je pense que le Cameroun a toujours eu une équipe, mais le Cameroun n'a pas souvent eu de dirigeants et je suis persuadé qu'avec l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, les choses vont changer. Et ça, tu peux déjà voir ça. Tu peux voir cet enthousiasme dans chaque joueur individuellement qui se sent maintenant engagé. Parfois, certains sont plus là pour remplir des obligations contractuelles. Ils sont là pour la passion, pour l'amour, parce qu'ils savent que celui qui est devant est avec eux à 100%. Et même n'étant pas joueur de football, j'ai cette sensation, j'ai envie d'aller là, marquer le but et gagner, quoi. Donc, c'est quelque chose d'émouvant. L'arrivée de Samuel Eto'o, et je pense que ça va se concrétiser par une Coupe d'Afrique, une étoile de plus sur le maillot camerounais. Et le fait de jouer à domicile au Cameroun, ça doit être extraordinaire parce que c'est organisé là-bas. C'est plutôt un avantage ou un inconvénient, tu penses? Il y a les deux en fait. Il y a les deux. C'est un peu balance. Ça pèse un peu sur les deux côtés de la balance. Parce que oui, ça met plus de pression sur les joueurs. D'un autre côté, ouais, ça met plus de pression sur les joueurs aussi. Donc, mais vu les avantages qu'ils ont, je pense que leur état d'esprit est en très bonne position. Ils ont un très bon état d'esprit qui peut leur permettre d'aller, je ne sais pas, pourquoi pas jusqu'à la Coupe du Monde. Ce serait bien. Merci Francis. De rien.